C'est un événement, un grand flic en garde à vue pendant 1 heure à Mediapart. Nous recevons Bernard Petit, une très grande figure depuis pratiquement 4 décennies de la police judiciaire, celle qui traque tous les grands crimes, tous les grands criminels jusqu'à ceux en col blanc. Bernard Petit, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour ce livre qui est superbement écrit. Merci. Qui raconte, et on va le décliner ensemble, des histoires vraies, mais qui le raconte comme on lirait un très bon polar. Alors, vous êtes entré dans la police en 1977, enfin en passant votre premier concours d'école nationale des officiers de police. Ça fait donc 41 ans. Oui. Vous avez très rapidement été repéré et vous avez ensuite, 9 ans après, vous êtes sorti major de l'École nationale des commissaires de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Et vous avez fait donc toute votre carrière dans la police judiciaire, les stupéfiants, le grand banditisme, la criminalité organisée, la délinquance financière. Et puis vous avez terminé patron du mythique 36 quai des Orfèvres, la tour pointue, derrière l'ex-palais de justice, puisque c'est toujours la cour d'appel, mais c'est au cœur de Paris, dans l'île de la Cité. Et ce livre, Secret de flic, il y a une phrase qui le résume. Au tout début, vous êtes dans un commissariat avec votre fille, comme un quidam, et puis vous n'êtes pas bien traité, et vous écrivez sur le livre, comme sur la main courante, pourrait-on dire, là, ce n'est pas vraiment beau, les coulisses. Oui. Ça résume votre livre, non? Parfois, mais non, les coulisses ne sont pas toujours ce qu'elles sont au début de ce livre. Bon, j'ai narré, moi, un certain nombre d'affaires et d'épisodes de ma vie, de ma carrière, pas tout, parce que, de toute façon, immodeste, je dirais qu'un livre n'y suffirait pas. Mais non, les coulisses, parfois, sont effectivement, elles ne sont pas belles. Et parfois, les coulisses sont quand même amusantes, drôles. Et dans ce livre, il y a aussi des choses drôles. Il n'y a pas que des choses graves et tristes. Il y a des choses aussi très drôles, je pense, je l'espère. Ou au moins, j'ai essayé de le traduire dans le livre. Mais effectivement, des fois, les coulisses vous font pas plaisir, y compris quand vous êtes un professionnel. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que ce livre démarre, et c'est la raison d'être de ce livre. Ce n'est pas les mémoires tranquilles d'un policier retraité, comme il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a une tension, et on le comprend très vite, et c'est le 2e chapitre, ma chute. J'ai perdu beaucoup de prétendus amis et ma confiance dans la vie. Si je n'avais pas eu les miens à mes côtés, je n'aurais jamais survécu. Je me suis fait brutalement débarquer pour avoir soi-disant violé le secret d'une enquête judiciaire, un mensonge. Les lignes qui suivent ne vont pas se substituer au procès qui m'attend. Elles ne sont plus une plaidoirie, je laisse cela à mes avocats. Elles racontent mon histoire, celle d'un flic qui est devenu un flic à abattre. Vous allez être en procès quand? J'espère bientôt, parce que ça fait long maintenant. Ça fait long, on est en 2018, ça s'est passé les faits se sont passés en 2014. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans que j'attends, que ma vie est entre parenthèses, et que j'attends qu'on me dise quelle juridiction, quelle chambre, et que j'aille m'expliquer. Donc, mais je n'ai toujours pas la date. À l'instant où je vous parle, je n'ai toujours pas la date. C'est une question, je pense, de quelques jours, avant de savoir quand ce sera. Mais il me tarde d'y aller. Vous êtes soupçonné, enfin c'est ce qu'ont dit les juges, d'avoir informé des personnes sur une enquête judiciaire les concernant. Oui. Vous le contestez totalement? Totalement. Je le conteste totalement depuis le début, et encore maintenant, et ce sera aussi le cas à l'audience. Mais si vous voulez, on me parle de gens que je ne connais pas, On me reproche d'avoir informé des gens comme M. Proutot que je ne connais pas. Même si c'est l'ancien chef du GIGN et que pour le grand public, ça peut être un lien GIGN-police. Non, je ne connais pas M. Proutot, je n'ai pas de lien avec lui, j'ai aucune raison de trahir un secret professionnel pour lui. Pour que tout soit clair, il y a une enquête qui concerne ces gens, on va revenir sur ces gens en partie, c'est vous qui nous intéressez plutôt, sur une histoire de trafic de documents administratifs, de papiers d'identité en clair. Pour des personnes étrangères, des personnes donc on monnaie contre de l'argent.
et on vous soupçonne de les avoir tenus au courant de l'enquête qui les concernait. Oui. Alors, bon, je le dis avec réserve et avec précaution, parce que, encore une fois, ça va être jugé. Et le livre ne vise pas que cette histoire. Le chapitre 2 est consacré à mon affaire, parce qu'il me paraissait évident, et encore plus à mon éditeur, qu'il fallait qu'à un moment, j'explique qui je suis et pourquoi j'écris. Mais sur les 12 chapitres, il n'y a qu'un chapitre, ce chapitre 2, qui parle de mon affaire et qui n'entre pas dans les détails à proprement parler. Hein. Et les détails sont beaucoup plus nombreux, importants que ce que j'ai dit ici. Mais c'est vrai qu'il y a une enquête qui est faite à propos d'une affaire plus complexe, plus éloignée, plus éthérée, de travail clandestin, etc. Et se greffe là-dessus une histoire de papier, trafic de papier que des gens veulent obtenir. Et quelqu'un va venir me voir pour me demander, ou prétend qu'il est venu me voir, pour que je lui donne des renseignements sur l'enquête en cours concernant Proutot. Voilà, très simplement. Alors là, il y a une mise en abîme. Il y a une double mise en abîme, comme dans un scénario. Il y a une mise en abîme quand vous avez pris votre petit déjeuner, vous allez dans votre bureau, vous faites les choses du jour et tout, et puis votre secrétaire vous dit « Mais là, il y a un juge et l'IGPN, le bœuf-carotte, la police des polices, ils sont là pour vous. Et ils rentrent dans votre bureau pour perquisitionner votre bureau et il y a une télé là. Et vous voyez sur BFM, sur les chaînes d'infos en continu, les nouvelles sur la perquisition. C'est-à-dire, il y a une mise en abîme entre le réel et le virtuel. Et l'autre mise en abîme, là, temporelle, celle-là, c'est que Christian Proutot, pour tous ceux qui connaissent ce qui est au cœur de votre livre, les liens entre la police, quel que soit son corps, gendarmerie ou police nationale, et la politique, Christian Proutot... c'est la fameuse histoire de la cellule de l'Élysée, du cabinet noir sous François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est un fantôme qui arrive là. Oui, d'abord, sur le premier point, la perspective entre la télé et ce qui m'arrive, alors que je suis dans mon bureau, effectivement, que j'ai du mal à m'imaginer ce qui m'arrive, et surtout d'en mesurer l'ampleur, parce que ce qui m'arrive, c'est une bombe thermonucléaire à cet instant, enfin pour ma vie, modestement, à mon petit niveau. C'est vrai que, heureusement et malheureusement, la télé sur grand écran extra large, comme mon bureau en est doté, me rappelle à la réalité, puisque je vois des images me concernant à la télé en même temps que la perquisition a lieu. Donc, évidemment, mon étonnement se transforme rapidement en abattement total, puisque je vois que, non, je ne vis pas un cauchemar, c'est la réalité, et la presse est déjà là en train de tout raconter par le menu. Donc ça a été un choc énorme pour moi de voir qu'une opération pouvait se combiner en même temps avec une annonce média très forte. Donc ça a été quelque chose de fort. Après, Proutot, encore une fois, moi je ne connais pas Proutot. Non, mais c'était juste pour évoquer le fait que je pense tous ces va-et-vient, police, politique, tout ça. Je pense que effectivement, c'est les concours de la vie. Il est poursuivi dans cette affaire, il est renvoyé devant le tribunal. Oui. Lui, pour les faits. Alors, il y a plein de gens qui sont renvoyés dans cette affaire, plein de gens, parce que c'est une affaire à tiroir où il y a de multiples infractions. Moi, je n'y suis que pour la violation du secret, et parce que quelqu'un m'accuse de lui avoir révélé des informations à destination qu'il devait remettre à M. Proutot. C'est le seul à dire ça. Et pour l'instant, c'est ça qui entraîne ma chute, quoi. Alors, cela frappe, on va aller vite, il faut que tout le monde découvre ça dans le livre. En fait, la herse tombera immédiatement, à peine votre garde à vue terminée. Le ministre Bernard Cazeneuve vous sortira vous rayera, pourrait-on dire, d'un trait de plume. Et vous ne serez plus rien, comme vous dites, et on vous demandera de prendre votre retraite. Alors, pourquoi je faisais cette insistance sur police politique? Le juge, l'un des deux juges qui mène cette instruction, qui va vous renvoyer devant le tribunal, s'appelle Roger Leloir. C'est un juge d'instruction dont on verra par la suite qu'il tentait un peu en discussion pour être candidat de droite à des élections législatives. Et, il faut le dire très clairement, vous, ce que vous dites, quand vous dites « j'étais un flic à abattre », vous dites « les cadors de la firme, les bras armés de Nicolas Sarkozy, qui ne m'ont jamais pardonné d'être devenu patron du 36 en lieu et place de l'un des leurs, il leur fallait absolument m'éliminer. » Oui. C'est eux. Alors, vous êtes complotiste ou c'est vrai?
je suis peut-être complotiste. Alors dites-moi. Je sais pas. Non, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que ma nomination au 36, qui n'était pas du tout programmée, hein, y compris dans mes rêves les plus fous, puisque c'est pas du tout un objectif de carrière, c'est pas dans mes plans de carrière. C'est venu perturber j'allais dire un ronron qui est programmé à l'avance entre hiérarques policiers et dans une maison où l'endogamie est quand même très très forte. Et donc, voilà, ça n'échappe à personne. Donc moi, arrivant là au milieu, c'est sûr que je venais perturber un jeu où tout est déjà calculé d'avance, quoi. Hein. Donc c'est sûr que pour un certain nombre de collègues, je ne sais plus s'il faut que je continue à les appeler collègues, du reste, je devenais quelqu'un de très, très embarrassant et très ennuyeux. Donc il n'y avait pas de cadeau à me faire. De là à dire que le maître, la personne qui m'accuse, est actionné par des gens qu'on peut désigner nommément, je n'en suis pas capable. Vous savez, j'ai encore du mal à comprendre qui est cet homme et pourquoi il dit ça et comment tout ça c'est parole contre parole. C'est quelqu'un qui vous accuse, cette personne a un compte caché en Suisse. Monsieur Plenel, c'est très dur de savoir qui est cette personne. Et du coup, vous réalisez aussi toute l'immodestie qu'il y a à croire qu'on connaît les gens, quoi. Ouais. Mais soyez pas en arrière de la main par rapport à votre livre. Ce que vous racontez dans votre livre, c'est qu'à partir du moment où, sorti, on va revenir de patron de la grande délinquance financière. Oui. Vous l'étiez, j'en parlerai tout à l'heure, au moment de l'affaire Cahuzac qui a concerné Mediapart. Ce que vous racontez, c'est qu'à peine vous êtes nommé, on vous dit « fais attention à tes dépenses personnelles ». Dans la maison, il y a quelqu'un qui regarde ce que tu fais avec ta carte bleue. Vous racontez comment on va imiter votre signature sur le livre d'or d'une histoire qui est le musée des autographes et tout, et vous découvrirez que c'est un collègue de la police, un vieux briscard, qui a à l'évidence fait ça sur ordre, tellement il est embêté et tout. Donc on essaye de vous piéger, on vous montre des chantiers. Oui. D'autres vous racontent que vous êtes sur une liste noire. Oui. Et enfin, vous rencontrez l'un des grands flics de ce que vous appelez la firme. Il y a Bernard Squarcini, qui a été le patron des renseignements, et avant qui était aux renseignements généraux, et qui a été l'homme proche de Nicolas Sarkozy, qu'on voit dans notre affaire libyenne. Mais il y en a un qui est toujours là, numéro 2 de son parti, Frédéric Pechnard. Il vient de la police, il a été le grand patron de la PJ. Vous le voyez en tête à tête, il est numéro 2 de ce parti de la droite. Et vous lui racontez comment il est chez lui. C'est-à-dire que vous lui demandez en disant « mais c'est pas normal que tu viennes comme si tu étais chez toi ». Donc quand même, vous racontez, on va dire les choses très franchement, une infiltration totale de cette institution noyautée par une bande politique. Oui, mais parce que les gens font toute leur carrière à l'APP, vous faites toute votre carrière à l'APP, à la préfecture de police de Paris. Vous faites toute votre carrière là, et du coup, c'est votre famille, quoi. Vous y passez 30 ou 40 ans, toujours au même endroit, c'est votre famille. Et évidemment, après, avec l'évolution de chacun, l'évolution des carrières de chacun, les gens, vous voyez, dans le cas de M. Pechnard, il est en même temps aujourd'hui un élu, et il appartient à un mouvement politique. Et c'est sûr que la visite qu'il peut faire dans les locaux à certains instants, elle revêt une connotation qui a une connotation politique. Et c'est sûr qu'un préfet de police, quel qu'il soit à cet instant, il accepte difficilement que des représentants de partis politiques visitent des locaux de police sans qu'ils le sachent et sans que le directeur de la PJ le sache. Et évidemment, et c'est ce que je raconte dans le livre, moi ce qui m'est opposé, c'est de me dire c'est ma maison, j'y suis né, je suis à l'amicale des anciens d'eux, et donc je viens au titre des anciens de l'amicale. Et voilà. Mais face à ça, personne n'est dupe. Tout le monde essaie de ferrailler pour faire valoir son point de vue ou ce qu'il estime être le droit. Et donc, moi, j'essaie d'expliquer qu'on ne peut pas venir comme ça dans les locaux sans le dire au directeur. Et que moi, si vous venez dans les locaux et que vous êtes un homme politique, mais même vous, M. Plenel, si vous venez dans les locaux d'APJ, c'est quand même normal que je dise au préfet que demain, Edwy Plenel viendra dans les locaux. Donc, c'était assez normal, il me semble, qu'on me dise qu'on venait visiter la CRIM ou la BRI. Or, ce n'est pas le cas. On vient voir les gens sans me le dire. Mais je continue quand même. OK, il y a... Après, ce que vous dites va bien au-delà. Nous sommes ici dans le journal qui est au cœur de révélations qui concernent cet ancien président de la République.
Il est renvoyé dans une affaire Paul Bismuth, où on voit qu'il essaye de cacher qu'il téléphone comme un bandit pourrait le faire, parce qu'il essaye de savoir ce qui se passe dans un dossier judiciaire. On est donc dans l'un de vos prédécesseurs, Christian Flech. On le voit dans une écoute téléphonique, préparer M. Hortefeux pour une audition dans l'affaire libyenne. Vous, ce que vous nous décrivez de l'intérieur, c'est qu'il y a un clan politique qui s'est installé au ministère de l'Intérieur. Vous racontez des agapes où ils sont tous ensemble et vous dites qu'il ne manque plus que leur chef, Nicolas Sarkozy. Assumez-le. Oui, non, mais je l'assume totalement. Je veux dire par là qu'il y a tout un cercle d'amis, entre guillemets, qui ont une connotation politique très forte, les uns les autres, et qui sont ensemble, qui vivent ensemble, travaillent ensemble depuis des années, et que, effectivement, quand vous n'appartenez pas à ce cercle et à cette tendance politique, évidemment, il y a un phénomène de rejet qui est très important. Maintenant, moi, ça me surprend, et c'est normal, hein. Moi, j'ai du mal à accepter qu'on puisse me parler de blacklist pour des fonctionnaires, uniquement parce qu'ils ne conviennent pas à une option politique. J'ai du mal à accepter que le bruit me revient qu'on fait des enquêtes sur ma famille. Beaucoup fait des enquêtes sur ma famille. J'ai du mal à accepter qu'on regarde mes dépenses à la loupe, ce qui ne me gêne pas par ailleurs, parce que moi j'utilise une carte bleue quasiment corporate et on voit bien que mes dépenses sont liées uniquement à des invitations que je fais au restaurant pour des gens et que je n'achète ni des vêtements, ni des meubles, ni rien qui me soit personnel. Mais avouez quand même que c'est très dur de vivre dans une ambiance comme ça. Et puis après, vous avez des cerises sur le gâteau qui tombent quand un enquêteur vient vous dire es-tu sûr que tu ne connais pas cette personne sur laquelle on enquête ? En l'occurrence, une société spécialisée dans la commercialisation de livres anciens, etc. Est-ce que tu ne les connais pas ? Pourquoi tu as signé le livre d'or ? Vous dites, mais j'ai jamais été là, je ne connais pas ces gens, je n'ai pas signé le livre d'or. Et puis là, on vous dit, bah si, quand même, il y a une mention, machin. Et je dis, mais c'est pas ma signature, ça peut pas être moi. Et heureusement, il y a des bandes vidéo qui montrent que c'est pas moi et qui vont amener quelqu'un à dire, oui, c'est moi, mais j'ai voulu faire un trait d'humour, excusez-moi. Oui, sauf que si on n'avait pas trouvé les bandes tout de suite, elles auraient été écrasées avec le temps. Il aurait fallu que j'aille m'expliquer tôt ou tard, peut-être même encore devant un magistrat, pourquoi j'avais écrit ça dans le livre d'or en question. Or, je n'ai jamais écrit ça, c'était pas moi. Donc c'est vrai qu'il y a une ambiance, si vous voulez, dans les 14-15 mois que je vais passer à la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, une ambiance qui pour moi est très pesante, d'autant que vous l'ignorez pas, il tombe des affaires incroyables de vol de cocaïne, de suspicion de viol. De grosses affaires internes, de suspicion de viol sur une citoyenne canadienne, si je ne me trompe, et en même temps le vol dans des pièces à conviction de plusieurs kilos de cocaïne. Vous imaginez que ça ne va pas me renforcer, que ça me fragilise également, et pourtant j'y suis pour rien. Hein. Mais évidemment, les gens... L'institution est en crise. L'institution est en crise, et puis les gens qui veulent absolument que je parte de ce poste en profitent pour dire, oui, mais alors il ne tient pas sa maison. Il ne tient pas sa maison, c'est pas possible. Mais ces gens qui veulent que vous partiez, ils veulent que vous partiez parce que vous dérangez leurs petites affaires où ils instrumentalisent la police à leur service. Alors, c'est le sentiment que j'ai, c'est ce que je pense. Je pense que je gêne, parce que je n'ai pas du tout les mêmes options de travail que ces personnes, très clairement. Je vous dis quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais qui a toujours été un guide pour moi. Moi, vous voyez, j'ai été, par exemple, je me suis occupé de stupéfiants une partie de ma vie, hein, je le raconte dans le livre. Je n'aurais jamais, alors ça va peut-être vous choquer, hein, M. Plenel, mais je n'aurais jamais fait un pas de côté pour aller, entre guillemets, attraper quelqu'un du showbiz pour faire un exemple. Voilà, ça m'a été reproché, je n'ai jamais fait. Par contre, je n'aurais jamais fait un pas de côté pour éviter quelqu'un du showbiz s'il est dans mes enquêtes. Voilà. C'est des choses que... Moi, je n'oriente pas l'activité judiciaire. Je la vis et je soutiens mes enquêteurs, quel que soit l'homme politique à travers une affaire de blanchiment ou... Quelle que soit sa couleur, pour moi, je ne vois qu'un délinquant. Je ne vois pas un homme de droite, un homme de gauche. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc, je ne ferai pas un pas de côté pour aller chercher plutôt celui-là que celui-là. Mais d'un autre côté, je ne m'écarterai pas, de ma voie pour éviter un homme du showbiz ou un homme politique ou un homme connu. Donc, ça, c'est mon mode de fonctionnement. Ce n'est pas le mode de fonctionnement de tout le monde. Je le dis à propos des affaires concernant les cercles de jeu, etc. Moi, vous voyez, par exemple...
il n'y a pas de tabou pour moi. La criminalité organisée, c'est la criminalité organisée. Les espèces de concepts stratégiques de la guerre des étoiles où il ne faut pas toucher à tel caste ou à tel milieu parce qu'après, ça passera dans un autre milieu et on ne maîtrisera plus rien, ça m'est étranger, ça. Ça m'est étranger. Le bandit, il est là, il faut attraper le bandit qui est là. Il ne faut pas juste cogiter qu'il ne faut pas l'attraper parce que sinon, ça sera plus compliqué. C'est des choses qui me... Voilà, dans mon guideline, si vous voulez, je ne fonctionne pas comme ça. Mais ce n'est pas souvent qu'on a, j'allais dire, on ouvre la porte, on ouvre le placard. À la question simple, vous avez vécu, vous avez été témoin pendant plusieurs années d'un noyautage politique partisan de l'institution policière. Oui ou non? Oui, non. J'ai vu, par mes yeux, combien la cooptation était extrêmement importante. Et les bases de cette cooptation, c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens qui ont des options politiques très fortes et qui sont, oui, très liés à l'entourage de Nicolas Sarkozy, oui. Au point d'étouffer des affaires? Alors, au point d'étouffer des dossiers? D'étouffer des dossiers, non. Moi, je n'ai pas eu connaissance de dossiers étouffés par les enquêteurs. Vous savez, il y a un mythe qu'il faut détruire, c'est le fait de penser qu'un directeur ou un sous-directeur dirige une enquête. Ce qui dirige l'enquête, c'est l'officier de police judiciaire. Et cet officier de police judiciaire, il a deux contacts principaux qui sont essentiels. C'est son chef de groupe, son chef de service, pour la partie administrative et policière, et de l'autre côté, le juge d'instruction. C'est quand même ces deux interlocuteurs privilégiés, bien avant le directeur et le sous-directeur. Le directeur ou le sous-directeur n'ont connaissance des affaires qu'à travers le chef de service. Et donc, vous ne pouvez pas orienter des choses. Alors après, il y a des managements de directeurs qui diffèrent. Mon prédécesseur veut tout voir, veut tout connaître. Ce n'est pas mon cas. Moi, l'OPJ, il fait son travail, il vit sa vie. Moi, je veux juste savoir ce qu'il en est des grandes lignes pour informer mon préfet, ma hiérarchie. Ça s'arrête là. Mais en tous les cas, je ne donne pas d'instructions pour aller plutôt là, à gauche, ou aller à droite. Ça, je ne fonctionne pas comme ça. Et tous les gens qui ont travaillé avec moi le savent bien. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Alors, comment expliquez-vous que votre prédécesseur, justement, et un document l'atteste, une écoute téléphonique, ait pris la main dans le sac en train d'informer un délinquant potentiel, M. Hortefeux est concerné par cette enquête, par un dossier, avant qu'il soit entendu par des policiers, par des collègues. Il lui donne des informations. Il n'aura au fond qu'un... Voilà, il sera démis de ses fonctions et il aura une sorte de réprimande, mais il ne sera pas poursuivi, il ne sera pas mis en cause. Et si je comprends bien votre affaire, où là, il n'y a que des paroles, il n'y a pas la preuve comme une écoute téléphonique, on vous reproche la même chose, et vous êtes renvoyé devant un tribunal. Oui, alors... Expliquez-moi le comportement différent, là, cette fois-ci, si j'ai bien compris, de la justice. Alors, si vous voulez, d'abord, dans le cas de mon prédécesseur, il a effectivement un échange avec le ministre, le ministre de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Intérieur, à propos d'une affaire que lui-même... Mon prédécesseur, ses services n'instruisent pas. Oui, c'est l'affaire libyenne, celle que nous avons révélée. Et qui... Exactement. Et en l'occurrence, cette affaire, elle est instruite à Nanterre par les services dont je suis le sous-directeur à l'époque. Donc, comment ce directeur PJPP sait le contenu de notre enquête et comment il peut donner des conseils, c'est un des mystères que, du fait qu'il s'agit d'une réprimande, on n'a pas d'explication à donner. Ça aurait mérité l'ouverture d'une enquête. Écoutez, le parquet de Paris, on a décidé autrement. Et je le dis dans mon livre aussi, moi, quand je suis arrivé à l'APP, tous les gens, y compris des hauts magistrats, tout le monde m'a dit Flèche, on n'était pas du tout pour son... Vous les nommez, il s'agit aussi bien de François Faletti, le procureur général, que de François Molins. Oui, ils ont trouvé que c'était disproportionné. Il faut dire aussi, et ça par contre, moi j'adhère à ça fortement, il faut dire aussi que mon prédécesseur à la PJPP, à la police judiciaire de la préfecture de Paris, il a quand même été débarqué dans des conditions extrêmement rudes. Moi, il m'a été rapporté qu'il a appris la nouvelle par la radio. Je veux dire, voilà, les hommes sont les hommes. On les aime pas. Ils sont de gauche, ils sont de droite, ils sont grands, ils sont petits. Mais on ne traite pas les gens comme ça non plus. Il y a quand même un minimum de correction à avoir auprès des gens. Et aussi de leur dire les choses telles que. Si c'est vrai qu'il l'a appris par la radio, c'est scandaleux, quoi. C'est d'une violence inouïe également, quoi. Mais vous voyez bien que par rapport à notre époque où
la question de la confiance dans l'institution policière, comme dans la politique, est importante. Votre livre, je vous lis, hier comme aujourd'hui, la police souffre d'une trop grande politisation. Oui. C'est l'une des causes du blues des policiers. Pour grimper dans la hiérarchie, pour prendre du galon, comme on dit, tous les flics devaient ces dernières années, au gré des alternances, être sarkozystes, puis valsistes. Les syndicats eux-mêmes se prêtent à ce jeu-là. Oui, mais ça, vous le savez aussi bien. Oui, mais c'est ceux qui nous écoutent qui découvrent là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où vous avez une espèce de cooptation qui se met en place et vous cooptez à tel poste de directeur, de sous-directeur, d'autres, il y a plusieurs directions de police, hein, il n'y a pas que la police judiciaire. Donc la police n'est pas indépendante dans son travail. Ben, la police n'est pas indépendante, oui et non, parce que non, elle n'est pas indépendante au sens où la nomination, elle n'est pas neutre. La nomination n'est jamais neutre. La nomination du directeur général de la police, elle n'est pas neutre. Elle est la volonté du ministre de l'Intérieur qui choisit quelqu'un en qui il a confiance. Le ministre de l'Intérieur, il ne va pas prendre quelqu'un qui est, d'un point de vue politique, totalement opposé à ses vues et qui va mettre des obstacles à l'application. Vous savez, par bien des aspects, l'aspect spoil system américain, par bien des aspects. Hein. Alors je sais que ce n'est pas bien vu en France, mais le spoil system américain, il a cet avantage que les règles du jeu sont très claires. Les postes de directeur, eh ben, vous savez, vous faites partie de la charrette s'il y a une alternance politique. Et c'est plus simple. Moi, j'ai le souvenir d'un collègue qui a été directeur de la police de l'air et des frontières il y a très longtemps et qui a dû subir les changements d'appellation de sa direction, hein, qui était tantôt la police de l'air et des frontières, tantôt la police de l'air et la lutte contre le travail clandestin. Puis, et à chaque fois, il essayait de justifier les changements qui lui étaient imposés par lui. C'est normal qu'il y ait une espèce de symbiose entre le ministre et le directeur. Oui, la difficulté, c'est que la police judiciaire, elle doit échapper à ça. Ben oui. Elle est le bras armé d'une institution normalement autonome du pouvoir exécutif, qui est le pouvoir judiciaire. Oui, et ce qui pose tout le statut de la police judiciaire en France, et de son directeur, et de ses hommes. Pour son rattachement plutôt, sa séparation de l'institution du ministère de l'Intérieur? Écoutez, moi, personnellement, pour les affaires économiques et financières, notamment quand elles touchent du personnel politique, je pense que là, le statut de la police judiciaire doit être réexaminé. Voilà, parce que là, on a besoin d'une indépendance totale et on ne peut pas... Vous savez, le problème aussi, c'est le fait que, et ça, on ne peut pas le nier, et on ne peut pas non plus jouer les vierges effarouchées en disant que ce n'est pas bien. La police judiciaire, c'est la police. La police, elle est hiérarchisée. Donc, elle fait remonter des informations à sa hiérarchie. Moi, ça ne me choque pas de faire remonter des informations à la hiérarchie. Il me semble normal qu'un ministre de l'Intérieur puisse savoir, avant d'attribuer par exemple une décoration à un homme, savoir si cet homme ou pas va être arrêté demain pour une attaque de fourgon blindé. Ça me paraît la moindre des choses. Ou avant de nommer un ministre, savoir s'il n'est pas en indélicatesse avec une action justice. Donc moi, il n'y a rien qui me choque dans le fait qu'il y ait une remontée d'informations. La difficulté, c'est l'utilisation qui est faite des informations qui remontent. Hein. Encore une fois, moi je vois par exemple je ne l'ai pas cité dans le livre, encore une fois c'est difficile dans un livre de tout compiler, etc. Mais quand vous avez quelqu'un qui se plaint qu'après avoir appelé, sans vous le dire, au cabinet, un conseiller pour dire son mécontentement du traitement d'une affaire, etc., et qui vous rappelle ou qui fait un mail à un enquêteur pour lui dire c'est terrible, j'ai eu l'impression que le cabinet connaissait mieux mon affaire que moi, vous pouvez vous demander comment c'est possible. Comment c'est possible ? Et voilà. Et puis après, je fais aussi référence à toutes sortes de livres qui disent qu'il y a des infos qui sont communiquées quasi instantanément avec une remontée d'infos administratives qui est purement classique, purement encadrée. Ça veut donc dire que vous, les enquêteurs, dans toutes ces affaires sensibles, nous, les journalistes, aussi dans ces affaires sensibles, on se bat à totale armes inégales. On est face à des puissants qui ont des réseaux autrement importants que nous pour influer, entraver. Ben oui, mais que vous dire ? C'est la vie, la vie est ainsi faite. Quand vous luttez contre le crime organisé, c'est aussi pareil. Hein. Vous avez des gens extrêmement puissants organisés devant vous, et il faut être très jeune dans le métier pour savoir que tout seul, vous arrivez à les vaincre avec votre petit groupe dans votre petit service. Il vous faut bâtir des alliances, il vous faut vous attendre à prendre des coups et être malmené. C'est souvent comme ça. Mais encore une fois, l'activité de police judiciaire, c'est une activité extrêmement noble. Et c'est des vrais beaux métiers avec des vrais beaux enquêteurs, des gens qui y croient. Et qui croient à la procédure. Et qui croient à la procédure et qui s'en foutent de l'argent.
qui s'en fout de l'argent. Ça gagnait combien, un directeur comme vous? Moi, je faisais presque 7 000 €, ouais. 7 000 €. C'est le niveau le plus élevé en tant que contrôleur général, c'est ça? C'est le grade le plus élevé. Voilà. Je pense qu'aprais, il y a peut-être d'autres gens qui gagnent plus, hein, je ne sais pas vous dire, hein, parce qu'après, il y a peut-être aussi des frais d'enquête, de surveillance pour les gens. Moi, en tous les cas, je jouais dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai été inspecteur pendant très longtemps. On gagne sa vie, et on ne va pas se plaindre de gagner sa vie, mais on n'est pas riche. C'est pas possible qu'un fonctionnaire soit riche. Il y a quelque chose qui ne va pas s'il est riche, quoi, très clairement. Hein. Alors, sauf si vous êtes issu d'une famille noble, bourgeoise, et que vous ayez un hôtel particulier à Paris. Mezza voce, il y a un tabou que vous faites sauter dans ce livre. Parce qu'une fois qu'a installé votre affaire, et en clair, on va laisser passer le clan Sarkozy, là, on passe à ce qui a été votre terrain au départ, la grande criminalité, les stupéfiants, et on tombe sur un milieu, comme on dit toujours, le milieu corse, chez nous. Et vous, en France, je veux dire, et vous dites tout de suite, c'est votre première remarque, c'est vous découvrez ce que vous appelez la perméabilité entre le milieu corso-marseillais et certains représentants de l'État. Et puis après, vous le racontez sur les jeux, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas faire sauter un tabou? Il y a une mafia en France. Comme on dit, le mot mafia, il y en a plusieurs catégories. La Sicile, mais il y a la Ndrangheta, il y a la Camorra, etc. C'est-à-dire qu'en Italie, la société, les magistrats, les policiers n'ont aucun mal à désigner le fait qu'il y a des organisations criminelles qui font des trafics criminels, mais qui infiltrent aussi l'appareil d'État. Des hommes en bas qui font le sale boulot, mais des hommes tout à fait respectables en haut qui sont liés à ça. Il y a une ou des mafias en France? Alors, M. Plenel, oui et non, excusez-moi encore d'être... Vous faites du en même temps macronien, là. Non, mais... non, je vous assure, je ne fais pas de macronien. Alors, dites-moi. Le mot mafia, c'est un terme, si vous voulez, pour les techniciens de la lutte contre le crime organisé, qui a une signification particulière et qui recouvre des organisations, des segmentations particulières. Et c'est vrai que le mot mafia, en France, n'est pas tout à fait bien adapté. Mais... et là, c'est le oui après le non. C'est vrai qu'il y a dans les organisations corso-marseillaises et dans les organisations corses un génome mafieux qu'on peut pas nier. On a des groupes qui pratiquent l'omerta, qui tuent, qui ont des liens avec les décideurs et qui s'intéressent à une criminalité qui n'est pas forcément une criminalité de rue, qui est une criminalité qui est l'emprise sur les marchés publics, qui est une criminalité qui obtient des permis pour bétonner une zone, mais pas une autre. Il faut blanchir l'argent, il faut qu'il serve à autre chose. Qui se sert des cercles de jeu pour blanchir l'argent, qui pense au casino, qui a beaucoup d'entre-gens, et qui, de fait, peu à peu, assis avec les moyens financiers, ça leur permet de corrompre certaines personnes. Donc vous avez une manifestation, certainement la manifestation du crime organisé en France, qui est la plus sérieuse, de très très loin. Il n'y a rien de comparable. Et pourtant, c'est une forme de criminalité qui est indolore pour le citoyen, parce qu'il ne la perçoit pas toujours à sa juste valeur. Il est beaucoup plus attracté, attiré par un règlement de compte sur la voie publique entre deux petits voyous qui se disputent une place de deal, ou par un cambriolage dans un grand magasin de luxe. Et le politique est sur la même ligne. Le politique, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est d'avoir une délinquance petite et moyenne plutôt bien encadrée comme il faut, parce que c'est ça qui va générer le sentiment d'insécurité chez le citoyen, qui va se traduire par la votation le jour de l'élection des députés ou du président. Donc, si vous voulez, c'est vrai que le souci, il est focalisé sur ça, et aussi, il faut bien le dire, la lutte contre le terrorisme, et l'ordre public, les manifs, etc. Mais la criminalité organisée, elle est beaucoup plus silencieuse et indolore, et pourtant, elle nous fait énormément de mal. Je cite toujours cet exemple que je citais autour de moi à l'époque où j'étais en activité. La France s'est quand même fait voler sous son nez et sous sa barbe 1,5 à 1,8 milliard d'euros avec la taxe carbone. C'est énorme. Mediapart a traité. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. C'est un truc gigantesque. C'est le casse du siècle. C'est gigantesque.
Très peu de gens l'ont vu arriver, y compris la police. Très peu de gens l'ont vu arriver. Y compris certains policiers de certaines unités ont plutôt freiné sur cette affaire. La méthode, c'est mes indices, on n'y touche pas. On n'y touche pas, c'est moi, etc. Voilà. Mais il n'empêche, on s'est fait tous, c'est nos impôts. C'est un des plus gros casses qui soit. C'est le plus gros vol. Ça devrait être la priorité des priorités aujourd'hui, de faire l'autopsie de cette affaire, de retrouver tous les auteurs. Au moins 5 cadavres, hein, au moins 5. Voilà. Et il y a eu des morts également. Ouais. Bon, on se passionne quand même beaucoup, y compris vous, les médias. Hein. Pas vous à Mediapart, mais certains médias se passionnent davantage pour l'assassinat d'une personne que pour le fond de l'affaire qui a généré l'assassinat, alors que c'est que la conséquence... Dans notre cas, c'est l'inverse. Voilà. On a plutôt Donc, si soulevé vous voulez, cette affaire. Et c'est là où vous voyez combien la criminalité organisée, elle passe à l'as aujourd'hui dans les préoccupations publiques, quoi, clairement. Hein. Mais continuons parce qu'au fond, quand j'employais le terme mafia, j'ai bien compris vos nuances, mais c'était pour dire, au fond, ces organisations criminelles, elles ont aussi des liens au cœur de l'appareil d'État qui peuvent monter très haut. Il y a un cas dans votre livre qu'on a traité en partie et qui, cette fois-ci, ne concerne pas forcément que la droite. Vous tombez dans une de vos affaires sur celui que certains ont surnommé le parrain des parrains, qui est le roi des casinos en Afrique et de bien d'autres trafics, Michel Thomy, dont d'ailleurs dans sa famille, il a réussi à mettre quelqu'un dans l'institution policière. Et on est au cœur, on est en pleine crise sécuritaire en France, François Hollande est président, et vous y allez, Franco, et derrière, ce monsieur, et nous l'avons raconté, est totalement lié au président du Mali, qui essaye de se faire réélire, surnommé Ibeka, là, actuellement, et il lui fournit toutes sortes de plaisirs, et aussi bien matériels qu'autres. Voilà, comment la France, qui prétend apporter la démocratie, défendre la démocratie, c'est un dilemme. Et il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé, le Thomy, pour l'instant. C'est un dilemme, c'est un vrai dilemme. Mais imaginez le casse-tête pour l'enquêteur. Ben, c'est bien de ça dont imaginez l'enquêteur qui vient vous livrer ses doutes en disant je ne comprends plus, il faut qu'on me réexplique. Il y a des trucs qui... Voilà. La question, elle est là. Elle est, est-ce que d'un côté, pour la justice, pour les infractions pénales, et sans colère et sans haine, hein, ce boulot est fait. Hein. Vous pouvez enquêter sur une personne et dans le même temps voir cette personne fréquentée, approchée par des représentants de l'État pour l'intérêt de la France, hein, nous dit-on, pour des opérations, pour le soutien aux opérations françaises à l'extérieur, etc. C'est vrai que pour l'enquêteur de police judiciaire, jusqu'à son directeur, c'est un questionnement auquel on n'a pas toujours de réponse parce que voilà, nous, l'État, c'est un unique. On a du mal à comprendre qu'il puisse y avoir des intérêts divergents et qu'il puisse et puis après, ça met le doute dans votre travail, quoi, clairement, en vous disant bon, alors qu'est-ce que je dis pas, comment je fais, etc. On est intervenu sur cette affaire, par exemple. On vous a fait entendre qu'il y a plutôt un feu orange. Alors, c'est toujours fait avec délicatesse. On vous explique qu'il y a des choses plus importantes ou qu'il faudrait peut-être regarder aussi là-bas et pas seulement là, etc. Voilà, c'est jamais dit non, tu arrêtes cette enquête-là, jamais, ça ne se passe jamais comme ça. C'est adroitement, on met un coup de projecteur ailleurs où on vous dit on va perdre combien de temps là-dessus quand même, il y a des choses, il y a des urgences quand même. Vous savez, je ne sais pas qui a écrit ça, mais... La police judiciaire, en tous les cas, et dedans je mets la police judiciaire de Paris, celle de toute la France, de toutes les unités. Hein. Aujourd'hui, on est, et ça aussi les séquelles d'une période passée, hein, on est quand même tous absorbés par le chiffre, la rentabilité, les coûts. C'est quoi la rentabilité pour ceux qui vous demandent cette rentabilité ? La rentabilité, c'est combien de temps vous passez à une enquête, combien d'hommes travaillent sur cette enquête, combien ça coûte les déplacements, les heures sup, etc. Ça me fait d'autant plus sourire que je fais partie de cette génération de vieux policiers où nous, à l'époque, dans les années 80, on raillait les Néerlandais qui étaient omnubilés par les extra time, c'est-à-dire le paiement des heures supplémentaires. Quand vous demandiez une assistance aux collègues néerlandais, ils vous la fournissaient sans problème, sauf le week-end et les jours fériés. Parce que là, il fallait voir s'ils pouvaient payer en heures supplémentaires les unités d'enquête et de surveillance. Et à l'époque, dans les années 80, ça nous donnait quasiment un complexe de supériorité sur ces polices du Nord qui avaient l'air d'accorder autant d'importance à l'économique. Moi, je me souviens d'un chef de groupe
qui me disaient mais là, on doit faire ce qu'on doit faire, on ne va pas compter ce qu'on fait. Même si... Voilà. Tout ça, quand même, aujourd'hui, l'approche économique, mais c'est pareil pour tous les pans de la société, hein. L'approche économique aujourd'hui, elle est omniprésente partout. Combien ça coûte? Tu vas envoyer combien? On fait descendre un grand nombre d'hommes et de véhicules à Marseille pour préparer une opération sur Marseille, dans le plus grand secret, en demandant à des relations militaires s'ils veulent bien nous héberger. Je raconte ça dans le livre avec... combien tu en fais descendre? On ne peut pas réduire le nombre, on ne peut pas... Mais non, j'envoie pas des gens en vacances. On a programmé des équipes, des nombres, on a besoin de voitures, etc. C'est vrai que l'approche économique, elle est... Et je me suis déjà auto-censuré parce que je sais qu'on va me faire cette approche économique avant de savoir combien de personnes, combien de voitures je fais descendre. Et dès que c'est fini l'essentiel, je fais remonter tous ceux qui sont un peu secondaires pour pas que ça coûte cher. Aujourd'hui, c'est très nouveau par rapport aux années 80. En même temps, dans la dernière période, cette approche économique... On ne la fait pas pour les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, les choses d'opinion publique. Là, c'est compte ouvert, alors que pour cette grande criminalité, oui, on ne vous donne pas les moyens. Oui, mais l'affaire libyenne dont on a parlé, il faut le rappeler, c'est un seul enquêteur. Oui. Et encore pas à plein temps. Un seul. Oui, alors vous avez raison. Mais ça rejoint aussi une autre problématique, celle des enquêtes en matière économique et financière en France. Les services ne sont pas nombreux. Les enquêteurs sont surchargés de boulot et c'est quand même au sein de la police judiciaire des unités qui sont méritantes, qui bossent, mais qui n'ont pas toujours les moyens des tâches qu'on leur confie, très clairement. Là, il y a une vraie réflexion à mener sur cette situation et aussi, je pense aussi sur leur rattachement. Dites-moi sur comment vous qui étiez sur les stupes, sur les jeux, sur voilà ce qu'on voit comme la criminalité. Voilà. Comment vous êtes basculé sur vous-même, au-delà de la carrière, à vous intéresser à cette criminalité moins visible qu'on contribue dans le travail que fait Mediapart à rendre visible, qui est celle qui est d'ordre économique, d'ordre financier, avec ces lieux de piraterie qui sont les paradis fiscaux. Comment vous vous êtes dit à un moment, en fait, on regarde des vrais voyous et en fait, il y en a d'autres? Ouais. Vous vous êtes dit ça personnellement? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec les années qui passent, vous vous posez plein de questions. Vous voyez, il y a des choses qui ont de l'importance dans les 5 premières années, les 10 premières années, puis qui n'en ont plus après. Parce que vous avez réalisé que c'est l'écume de l'océan. C'est rien. C'est rien. Vous allez vous focaliser sur une affaire de 100 kilos de cocaïne, et puis dans le même temps, beaucoup de bateaux passent 7 à 10 tonnes quasiment tous les jours. Donc du coup, quand vous réalisez ça, vous prenez beaucoup plus de recul vis-à-vis des choses. Et le nerf de toutes les infractions, hormis les infractions liées à la sexualité, aux agressions sexuelles, c'est l'argent. C'est toujours l'argent. En fait, ce qui mène le monde criminel, c'est l'argent, et uniquement l'argent. Suivre l'argent. Voilà, et s'attaquer à l'argent, c'est très important. Et quand vous vous attaquez, que vous avez fait cette révolution, ce coming out judiciaire, la question qui vient après, c'est de vous dire, il y a quand même aussi des gens qui sont à la marge du politique, à la marge du grand économique et des grandes sociétés, qui sont aussi à la faute, économiquement parlant, dans le blanchiment, les mouvements de fonds, etc. Et du coup, vous vous dites, ceux-là ne doivent pas être épargnés non plus par rapport aux bandits lambda, même s'ils sont de très haut niveau. Et du coup, cette évolution, elle est due au temps et à l'expérience. Et il faut savoir que, moi, j'en suis arrivé à un stade où un passeur de cam à l'aéroport, le Péruvien ou le Bolivien qui vient avec ses 2 kilos dans sa valise ou dans les boulettes incorporées avec le risque... Voilà, pour moi, c'est... Bien sûr, ils sont classés dans la catégorie officielle du ministère de l'Intérieur, trafiquant international. Ce ne sont pas des trafiquants internationaux, c'est quasiment de l'exploitation humaine sur des gens qu'on contraint plus ou moins ou à qui on donne de l'argent pour qu'ils portent. Ce n'est pas eux qui sont en cause. Et il ne faut pas se focaliser sur eux, il faut tout de suite monter de 2 crans pour savoir qui est derrière, comment ça fonctionne, comment ils recrutent les gens, combien ça coûte, etc. Donc vous avez quand même beaucoup de... Voilà, il y a une maturation qui se fait au fil des enquêtes et du temps. Mais vous n'avez pas les moyens pour bien faire ce travail. Ils ne sont pas toujours à la hauteur. Mais regardez...
Non, oui, c'est un euphémisme. Mais regardez, en matière de terreau, en matière de terrorisme, pardon, terreau, c'est l'expression entre flics. En matière de terrorisme, regardez toute cette polémique avec les fiches S. Oui. Regardez toute cette polémique. Nos services de renseignement, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ils arrivent, je crois que sur les 30 derniers auteurs, il y en a 20 qui sont fichés S et connus, etc. Donc c'est qu'au niveau de la collecte du renseignement, de l'identification, de la détection, on marche plutôt bien. Le problème, c'est l'exploitation du renseignement quand vous l'avez, parce qu'on ne fait pas du renseignement pour du renseignement. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce renseignement, comment on agit derrière. Et c'est sûr qu'on ne peut pas mettre des gens en prison comme ça juste parce qu'ils sont fichés S, c'est sûr et certain. Ou alors on nie l'état de droit et on part vers des actions qui vont nous entraîner très très loin et qu'on va regretter tôt ou tard. Mais ça veut dire aussi qu'il faudra avoir les moyens humains à consacrer pour suivre ces gens et avoir un suivi étroit de ces personnes compte tenu de la menace en termes de vie qu'ils représentent. Donc il faudrait avoir... Or, très souvent, on se contente de la fiche S et d'une exploitation de moyens techniques. Mais ils sont pas toujours, vous n'êtes pas toujours derrière. Moi, vous savez, j'ai enquêté sur l'affaire Charlie Hebdo, Koulibaly, Kouachi, etc. Ça m'a beaucoup frappé de voir qu'une fois qu'on a identifié les Kouachi, il nous est tombé des notes et des notes de renseignements sur eux. On savait tout d'eux. Mais je vais être un peu trivial en disant ça. Je m'en fous un peu de savoir, moi, si Kouachi il aime le tennis ou le foot, une fois qu'il a tué les gens de chez Charlie Hebdo. Je m'en fous. Voilà, ce qui compte, c'est qu'on prévienne cette action, qu'on les empêche, ou alors qu'on me donne un renseignement pour me dire où je vais les cueillir. Mais savoir tout sur leur œuvre, leur goût, où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont voyagé, oui, d'accord, c'est bien, mais c'est pas ça que j'attends à cet instant en tant qu'homme de la police judiciaire. J'attends quelque chose d'opérationnel immédiatement. Et on voit bien quand même les services de renseignement, et c'est pas les hommes qui sont en cause, là, pas du tout. C'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose qu'il faut envisager plus globalement. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ils ont été détectés, comment c'est possible qu'il n'y ait personne derrière eux ? C'est ça la vraie question. C'est pas alors les fichiers, c'est le fichier des personnes pour la prévention du terrorisme, de la radicalité. Non, la question c'est, une fois que vous avez le renseignement, et si vous êtes convaincu que vous ne faites pas du renseignement pour du renseignement, c'est qui est derrière ? Le livre. Qui est derrière ? Et le hic, il est là, parce que là, c'est une question de moyens. Le livre, là, je laisserai tout le monde découvrir, demande très fort, puisque votre chute, c'est février 2015, et avant, c'est vous qui êtes le patron, pourrait-on dire, les jours fatidiques de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Vous racontez tout ce que vous avez vécu, on voit les morts, les survivants, notre confrère Laurent Léger, enfin, tout ça est dans le livre. Est-ce que vous ne regrettez pas, j'écoutais attentivement ce que vous dites, dans une autre démocratie, après ce qui est un loupé, au fond des gens repérés, on n'a pas pu les empêcher et ils ont commis le massacre. Il aurait fallu faire un débriefing, il aurait fallu faire une commission parlementaire pour comprendre ça. Pourquoi on a mis tout de suite un couvercle ? Parce qu'on est tous, y compris moi, et peut-être y compris vous, on est tous dans des postures. On est tous dans des postures et on a cette bêtise de ne pas parler aux gens, aux citoyens, normalement. On est dans des postures. Il est évident que si vous regardez l'affaire des Kouachi, ces types-là, ils se sont armés, ils se sont équipés, etc. Il y a bien quelqu'un qui leur a apporté les armes. Il y a bien quelqu'un... On a fait une enquête là-dessus, on a montré leur circuit. Et donc, maintenant qu'on sait comment ça a fonctionné, ça montre qu'il y a une importance avec le renseignement territorial qui doit se coupler avec le renseignement d'un échelon un peu supérieur qui est celui de la DGSI, par exemple, et qu'il y a des problèmes de coordination, de tuilage entre ces renseignements. Mais c'est très important. Effectivement, on a besoin, je crois, de tirer des leçons. C'est clair, on a besoin de tirer des leçons, mais à condition de ne pas rester enfermé dans ces postures. On travaille très bien, on a empêché tant d'actions. Oui, ni vous ni moi, on peut aller vérifier combien d'actions, voilà, puisque c'est secret. Et puis quand ça pète, quand on tue un prêtre, quand on tue toute l'équipe de Charlie Hebdo, après, quand même, on se pose des questions. Je me les pose dans le livre, et c'est les questions que je me suis posées sur le moment, c'est de me dire, mais comment ils ont pu rassembler ces kalachnikovs, ce matériel ? Comment on a pu voir ces gens aller et venir et puis ne pas être derrière eux ? Pourquoi voilà. Et une fois, ça va, deux fois, ça va. Mais je crois que je dis ça, c'est
Tant qu'il n'y aura pas ce débriefing et cette clarté dont on a besoin, on continuera de chuchoter dans les services, dans les salles de rédaction, dans la rue, autour d'un café, sur dire mais qu'est-ce qui se passe, ils l'ont pas vu, comment, pourquoi. Les loupés de la lutte antiterroriste. Ben oui. Et quels sont? C'est ne pas juger les hommes, c'est essayer Voilà. de comprendre. Voilà, mais c'est pas juger les hommes. Les hommes, franchement, tous les collègues que je connais en matière de lutte terreau, ils travaillent tout le temps. Ils travaillent tout le temps et ils ont à cœur de travailler. Vous savez, c'est comme une colonne d'assaut. Je me parle dans le livre rapidement, mais une colonne d'assaut, vous avez une dizaine d'hommes qui vont prendre place, 12 hommes. Vous racontez l'hypercachère et l'assaut à l'hypercachère. Ceux qui ne sont pas dans la colonne, ils peuvent mourir. Hein. Mais ils en sont tristes. Hein. Et il faut leur expliquer qu'ils ne seront pas dans la colonne. Hein. C'est vous dire le dévouement. Ce n'est pas les individus. Il faut penser les systèmes. Il faut se poser des questions sur les systèmes. Et puis après, il faut revendiquer, moi je le revendique moi-même, un droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Le tout, c'est qu'on s'explique pour pas... On peut le raconter et puis ça va peut-être nous éviter de le reproduire. Tout le monde fait des bêtises. Hein. Pourquoi les armes? Vous parliez des armes de surveillance technologique, tout ça qu'on a et qui sont données pour le terrorisme avec toutes sortes de moyens hors du droit commun, pourrait-on dire. Pourquoi vous n'avez pas obtenu, alors que ces questions d'argent et de grande criminalité financière sont dans le débat public, qu'elles vous soient données? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sonoriser l'appartement d'un grand délinquant financier comme on peut le faire d'un terroriste? D'abord, les lois antiterroristes sont un peu au-dessus du droit commun. Oui, mais pourquoi ne pas faire, pour ce qui est au cœur, suivre l'argent, comme c'est en Italie, ça existe contre la mafia? Oui, on est envieux. La police judiciaire, en matière de lutte contre la criminalité organisée, est envieuse de ce qui se passe dans les départements anti-mafia, que ce soit aux États-Unis ou en Italie. Hein. Mais non, c'est comme ça, c'est la loi française, c'est une volonté politique aussi. Hein. Mais je vous l'ai dit, je pense que de façon très prosaïque, le politique est obnubilé par la petite et moyenne délinquance et l'effet qui peut être dévastateur en termes de votation populaire au moment des échéances. Et aussi en matière de terrorisme, pour tout de suite identifier, réprimer les actions terroristes, parce que sinon le gouvernement se fait attaquer de toutes parts, très clairement. Hein. Là aussi, c'est dans des postures. Hein. Le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement... Bon, voilà, dans la mesure où il faut qu'il réagisse. Et une des premières réactions, si vous regardez bien chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est de déverser beaucoup de tenues sur la voie publique pour montrer qu'il se passe des choses, pour convaincre tout le monde qu'il se passe des choses. Alors que l'enjeu est quand même tout de suite, immédiatement, quand même, l'enquête, trouver d'où ça vient, comment, pourquoi. Hein. Quand on a fait 4 décennies de ce métier où il y a pas mal d'adrénaline, on arrive à la fin, que tout d'un coup ça tombe comme si vous tombiez dans un gouffre, que vous êtes en attente de ce procès 4 ans après les faits et vous n'avez toujours pas la date. Comment on fait? On essaie de trouver la ressource pour survivre, et survivre au premier sens du terme. Et voilà, et heureusement, tout d'un coup, il y a des liens familiaux qui se resserrent, qui n'étaient plus aussi serrés que ça, mais qui se resserrent d'un coup. Il y a des amis magiques. Des gens que vous avez croisés comme ça un jour, à l'occasion d'une affaire ou dans une démarche d'ordre privé, qui tout d'un coup se révèlent des gens fiables, solides, qui croient en vous, qui croient en la vie. Et cela vous aide à passer la vague, cette vague terrible et dévastatrice qui vous atteint. Et puis après, là, on s'installe dans la durée, et puis voilà. Puis j'ai peut-être eu aussi, moi, en ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir des passions. La peinture et la sculpture. Ah oui, j'adore peindre de tout temps. Hein. Je peins depuis l'âge de 12 ans. Donc j'ai toujours peint. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis mis à la sculpture également. Et puis je suis un grand lecteur aussi. Je lis au moins 3 livres par mois. C'est comme ça que nous nous étions rencontrés quand j'étais rubricaire police pour parler littérature, si je me souviens. Exactement. Je pensais que vous aviez oublié ça. Non, je m'en souviens très bien. Voilà. Et les ça livres, ne rajeunit pas. Mais... Les livres sont très importants dans ma vie. Et dans ce livre, j'ai aussi, et c'est totalement immodeste ce que je vous dis, j'avais la tentation d'écrire presque un polar, quelque chose qui se lise comme un roman, et pas seulement dire « Maman, bobo, je vais pas bien ». J'ai voulu faire mieux que ça. J'ai vraiment voulu écrire un livre plaisant à lire et qui soit un bon livre pour les amateurs de polar, sauf que tout est vrai, quoi. C'est exactement ça. Vous avez fait le pitch, comme on dit, parce que c'est exactement ça. Et je recommande à tous ceux qui veulent lire comme un polar, mais en même temps que ça donne à réfléchir, police, politique, cité, ça a la même racine. Et il est important, vous l'avez peut-être compris,
celui que vous venez d'entendre, Bernard Petit, il ne voulait pas être flic. Je ne voulais pas être flic, mais j'ai aimé l'être. Ah oui, c'est la vérité, je ne renie pas ça. Bon, certains d'entre nous pourraient dire qu'ils n'aimaient pas, ils ne voulaient pas être journalistes, et puis finalement, ils ont aimé l'être. Ça doit être aussi. Bon, ben, lisez ce livre et réfléchissons à tout cela. Merci Bernard Je vous Petit. remercie, M. Plenel. Merci à vous et merci à Mediapart.